Cette semaine, on attaque le PLF 2024 en commission des finances et ensuite en séance. Alors, le PLF, c'est le projet de loi de finances, c'est-à-dire le budget de l'État. On va examiner les recettes et les dépenses de l'État. Voilà, on se réunit avec tous les députés de la commission des finances au départ pour acter de ce qui va constituer les recettes et les dépenses de l'État. Puis ensuite, on examinera ce texte en séance. C'est un moment qui est extrêmement politique parce que c'est le moment où on a des visions de la société très différentes qui s'affrontent. Puisqu'on va discuter de qu'est-ce qu'on finance, de où va l'argent, de qui met combien, de qui reçoit, sous quelles conditions. On va parler de financement de services publics, d'aide publique. Donc évidemment, c'est un moment qui est éminemment politique et très important. Et c'est un moment où nous, le groupe de la France Insoumise, on a énormément de propositions à porter pour faire évoluer les choses dans le bon sens. Donc on commence par examiner le volet recettes. Dans une logique néolibérale, on examine d'abord les recettes pour ensuite discuter des moindres dépenses que nous allons engendrer. Pour nous, c'est un moment extrêmement important parce que le volet des recettes, c'est définir qui contribue et dans quelle proportion pour financer ensuite les dépenses. C'est le moment où on peut développer beaucoup de mesures de notre programme qui sont relatives à la justice fiscale. On va parler rétablissement de l'ISF, on va parler progressivité de l'impôt, on va parler taxation des superprofits. C'est des mesures qui sont extrêmement importantes et politiques pour ensuite pouvoir développer de façon forte et puissante toutes nos mesures de financement des services publics. Et puis c'est aussi un moment où on va pouvoir parler d'un sujet qui m'est très à cœur d'ailleurs, c'est la question de la lutte contre l'évasion fiscale. Tout ça permet d'avoir des recettes qui sont conséquentes et des dépenses publiques qui le sont aussi pour financer nos services publics. Alors, quand on parle de la partie recettes du projet de loi de finances, on s'intéresse en fait à une question qui est hyper importante. C'est d'où vient de l'argent de l'État et qu'est-ce qu'on va en faire? On se rend compte en fait au fil des années, et c'est une tendance qui s'aggrave, que de plus en plus, les recettes de l'État, l'argent de l'État, il vient de moins en moins des impôts qu'on dit égalitaires, c'est-à-dire des impôts progressifs, par exemple l'impôt sur le revenu. Plus vous êtes riche, plus vous payez, même si c'est moins qu'avant. Il vient de moins en moins de ces sources de revenus-là et de plus en plus d'impôts qu'on dit inégalitaires parce qu'ils s'appliquent à tout le monde de la même manière. C'est le cas de la TVA. La TVA, c'est la première rentrée fiscale de l'État aujourd'hui. C'est plus de 200 milliards d'euros. C'est une somme qui est colossale. Pour comprendre un petit peu, c'est 2 à 3 fois plus que le budget de l'éducation nationale. Et donc cet argent-là, pourquoi est-ce qu'il est plus fort? Parce qu'on est en ce moment dans une période d'inflation, d'augmentation des prix. Et donc le produit alimentaire que vous allez acheter au supermarché, imaginons une viande, etc. Quand vous l'achetez à 10 euros, vous payez une part de TVA. Mais quand vous l'achetez à 15 euros, vous payez la même part de TVA. Donc, la part de TVA qui revient à l'État, elle ne change pas en termes de pourcentage. Mais par contre, l'argent qui revient, il y en a plus, parce que les prix ont augmenté. Et bien, l'État se fait un argent considérable. Et on s'aperçoit de quelque chose, et ça c'est un des principaux enseignements de ce projet de loi de finances et de sa partie recettes, c'est que alors qu'on se fait un argent considérable sur la consommation populaire, sur la consommation des classes moyennes, des classes populaires, eh ben, il y a quasiment la moitié de cet argent qui ne sert plus à aller au budget de l'État en réalité. La moitié de cet argent, plus de 100 milliards d'euros, va dans le budget de la sécurité sociale notamment et dans le budget des collectivités territoriales. Pourquoi? Parce que dans la sécurité sociale, on a décidé pendant des années de faire des exonérations de cotisations sociales. C'est-à-dire qu'on dit, vous savez, c'est le discours de Sarkozy, etc., de dire il faut qu'on ait moins de salaire brut et plus de salaire net. Mais ça a une conséquence. Mais en fait, cet argent, il n'est pas magique. Parce que si aujourd'hui on ne compense pas, la sécu sociale, elle s'effondre. Donc l'État est obligé de compenser. Avec quoi? L'argent de la TVA. Cette année, par exemple, c'est plus de 62 milliards d'euros qui vont être transférés du budget de l'État, du budget de la collectivité publique, vers le budget de la sécurité sociale pour faire cette compensation. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, les cadeaux fiscaux que vous faites aux grandes entreprises, elles ne sont plus financées, ou alors elles vont pas être financées par la solidarité nationale, l'impôt sur la fortune, etc. Tout ça, ça a été supprimé. Les cadeaux fiscaux aux grandes boîtes, on va les faire financer par la consommation populaire, par les classes moyennes, par les classes populaires. Et c'est ça qui est grave. Et ce qu'on apprend aussi en plus dans ce budget recettes, et ça fait depuis des années que ça dure, c'est que par contre, pour les classes sociales les plus riches, on leur demande même pas de contribuer autant, mais de contribuer moins qu'avant. C'est-à-dire qu'on a supprimé l'ISF, on a fait la flat tax, on a fait plein de dispositifs en fait dans la partie recettes qui leur permettent de payer moins.
Et ça, c'est grave parce que ça conduit à la fois notre budget à être affaibli, ça affaiblit nos services publics, ça affaiblit une politique qu'on pourrait utiliser pour redistribuer. Et puis derrière, ça crée aussi une situation difficile pour la Sécu sociale parce qu'on est en train de créer les conditions pour qu'elle s'effondre. Parce que le jour où les prix baissent, eh ben, les rentrées et la compensation d'argent, elles baissent aussi. On en arrive donc au début des débats en commission des finances. Dès les premières heures, on a obtenu des victoires. Première victoire, la création d'un impôt universel ciblé. C'était une proposition portée par le président de la commission des finances, Éric Coquerel, et Jean-Paul Mattei dans leur rapport. Il s'agit là de faire en sorte que les personnes qui s'exilent de France pour payer moins d'impôts doivent quand même payer la différence due à la France. Donc ça, c'est une première victoire. Deuxième victoire dans le même genre, on a voté le rétablissement de l'exit tax qui avait été supprimé en 2019 par Emmanuel Macron. Là, il s'agit de viser plutôt les actionnaires qui se délocalisent aussi à l'étranger et pour payer moins d'impôts au moment de la revente de leurs actions. Donc ça, c'est la deuxième victoire. Troisième victoire, là, il s'agit d'une victoire sur l'impôt sur le revenu qu'on rend un peu plus progressif avec la prise en compte de l'inflation qui sera moins prise en compte pour les revenus les plus riches. Ça permet de rétablir un petit peu la balance. Les plus riches paieront un peu plus et les moins riches un peu moins. Et quatrième victoire, on a rétabli encore une fois, comme on l'avait fait l'année dernière, une taxation sur les superdividendes pour les profiteurs de crise. C'est une victoire qu'on avait déjà eue l'année dernière, qui avait été balayée par le 49.3 et nous l'avons revotée encore une fois pour le PLF 2024. Alors, Charlotte l'a évoqué, il y a un risque, c'est le 49.3, parce que c'est vrai que la dernière fois, on avait fait passer des mesures dans le projet de loi de finances qui ont été annulées par le 49.3. Comment ça se passe le 49.3 et pourquoi c'est un vrai problème démocratique? Le 49.3, en fait, c'est vous avez beau faire tous les amendements que vous voulez, que ce soit en commission ou en séance, gagner des amendements en votant, parce qu'on vote en tant que parlementaire, à la majorité, c'est-à-dire en ayant convaincu parfois des gens du MoDem, parfois des gens de chez LR, parfois c'est des gens du MoDem qui nous ont convaincus aussi, ça arrive, bref, c'est la discussion, c'est le débat démocratique et le vote démocratique. Et bien le gouvernement arrive, et quels que soient les amendements qui ont été faits, il prend la copie, il prend le projet de loi et il dit « maintenant, je fais ce que je veux ». Et si vous n'êtes pas d'accord, il n'y aura pas un vote, mais vous devez enclencher notre destitution. Vous devez faire tomber le gouvernement si vous n'êtes pas d'accord, c'est le seul choix qu'on vous donne. Alors, c'est un problème parce que nous, en fait, quand on travaille en tant que parlementaire, ce n'est pas que nous. On travaille avec des associations, avec des collectifs, avec des syndicats, avec plein d'organisations en fait, qui font un travail assez colossal sur le 49.3. Et en fait, tout ce travail-là, il est balayé. C'est pour ça que c'est aussi une violence vis-à-vis du travail parlementaire et un manque de respect. Mais aussi, l'autre problème, c'est qu'en fait, du coup, on n'a aucune garantie, aucun contrôle. Le Parlement est censé être le lieu où on élabore la loi, c'est ce qu'on nous apprend à l'école. En fait, non, c'est le gouvernement qui se met à élaborer la loi qu'il veut en posant un ultimatum. Bon, je ne vous cache pas que nous, à la France Insoumise, on n'a pas très peur de cet ultimatum. Nous, on veut bien faire tomber le gouvernement, on veut bien provoquer de nouvelles élections législatives s'il le faut et revenir devant les urnes pour que les Français revotent et se choisissent une majorité à l'Assemblée nationale. Mais le problème qu'on va avoir là-dedans, c'est qu'on sait qu'il y a une partie des députés, notamment de chez les Républicains, qui ont peur de cette dissolution et qui du coup ne feront pas tomber le gouvernement jusqu'à preuve du contraire. Donc le 49.3, c'est un moment de blocage, c'est un moment de vol de la prérogative des parlementaires tel qu'on vous l'apprend à tous et à toutes à l'école, mais c'est surtout un coup de force démocratique qui empêche totalement la discussion et le débat. Et évidemment, quand le 49.3 arrive, parce que c'est aussi une des conséquences, il n'y a plus de débat. C'est un cabinet ministériel qui élabore la loi. Et la différence entre élaborer la loi à l'Assemblée et l'élaborer dans un cabinet ministériel, c'est qu'à l'Assemblée, tout est public. Nos discussions en commission, elles sont publiques. Nos discussions à l'Assemblée, elles sont publiques. Donc les citoyens, ils peuvent voir ce qui se dit. Ils peuvent voir les arguments, ils peuvent se construire leur avis. Quand il y a un 49.3, ça aussi, c'est impossible. Et ça aussi, c'est une forfaiture démocratique. C'est pour ça que l'examen en commission, il est extrêmement important. Il n'y a pas de 49.3 en commission, donc on a les débats jusqu'au bout. On peut défendre tous nos amendements et on peut surtout avoir des victoires qu'on peut revendiquer quoi qu'il arrive. N'oubliez pas que cette vidéo, c'est aussi un appel à la mobilisation. Un amendement à l'Assemblée nationale, il passe jamais juste parce qu'on le dépose et que les gens ils sont gentils en face de nous. Il passe parce qu'il y a des gens qui se sont mobilisés, qui ont convaincu autour d'eux, ou alors qui ont mis la pression au gouvernement ou à des décideurs ou à des gens qui sont importants autour du gouvernement pour faire en sorte que ça passe. Et ces amendements-là, on a besoin de vous pour les faire passer aussi. Informez-vous,
regarder ce qui se passe, mais aussi relayer les contenus qu'on met sur les réseaux sociaux, avec le groupe parlementaire, avec les réseaux sociaux des députés. C'est comme ça et pas autrement qu'on fait passer des amendements contre l'avis du gouvernement.